là, on voulait vous présenter un peu un projet typique d'un Living Lab. Comme on l'a redit maintes et maintes fois, nous, on est le Liberté Living Lab, enfin moi, Alix, etc. C'est différent du Living Lab de l'INCa. Le Living Lab est un nom commun qui veut dire espace où se croisent des compétences différentes, etc. Et c'est pour ça qu'on souhaitait présenter ce projet avec l'ARS Île-de-France, qu'on a fait il y a maintenant 2 ans, je pense. Un peu plus. Ouais, entre 2019 et début 2020, je pense. Et parce que c'est un projet typique où on a réuni, là pour le coup, des urgentistes pour développer une solution qui était adressée à eux. Du coup, Romain, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous. Alors, je suis un ex de l'ARS Île-de-France. Ouais. Parce que maintenant, je suis à l'ARS Grand Est, je suis conseiller médical de la directrice générale. Mais je suis encore praticien hospitalier urgentiste, puisque je travaille encore aux urgences en Île-de-France, donc je fais un temps partagé. Donc je suis encore praticien hospitalier à Bichat, aux urgences. Et effectivement, j'étais en responsabilité à l'ARS Île-de-France de ce qu'on appelle le département soins non programmés, donc c'est toute la régulation et la planification de tout ce qui tourne autour du soin non programmé qui, par définition, va de la maison médicale de garde, c'est-à-dire jusqu'au service de réanimation, en passant par les services d'urgence et tout ce qui roule, qui vole, jusqu'à l'hôpital, c'est-à-dire les SAMU, les SMUR, les hélicoptères, voilà, et tout l'interface avec les pompiers, voilà. Donc je gérais tous ces sujets-là pour l'Île-de-France. Du coup, rapidement, donc moi je suis designer au sein du Liberté Living Lab. Et mon rôle spécifique sur ce projet, c'était, il y a eu plusieurs designers qui travaillaient. Donc les designers, ceux qui étaient responsables un peu de penser l'interface, vous allez voir pourquoi. Donc penser cette solution en termes d'ergonomie, de graphisme, etc. Du coup, moi j'étais en charge aussi de gérer cette partie-là. Voilà. Donc, pour vous donner un peu de visibilité sur ce projet, donc l'objectif, c'était vraiment de doter l'Agence régionale de santé, les directions hospitalières, les médecins urgentistes d'un outil d'aide à la décision. Sur les ressources humaines, quelles ressources économiques, logistiques je mets à tel endroit, etc. Et du coup, pour faire ça, nous, on devait investiguer la faisabilité d'un outil de prédictibilité. Parce que l'idée c'était on sait à un instant T, Romain en parlera, mais combien il y a de personnes dans les soins non programmés, mais là l'idée c'était de se projeter pour que les responsables hospitaliers puissent dire tel jour, telle semaine, tel mois je mets tant de personnes, etc. Voilà, prévoir les flux, un peu les phases de creux, je ne sais pas s'il y en a, les phases de grande affluence. Et pour ça, on a croisé, en fait, l'idée, moi j'étais donc responsable du design, donc comme je vous disais, interface, etc. Mais aussi l'important, c'était tout ce qui était données. La data, donc il y avait ce qu'on appelle des data scientists qui étaient responsables d'aller un peu savoir si, via les données qu'on avait, on pouvait prévoir ce qui allait se passer aux urgences dans 1 an, dans 2 mois, etc. Donc on savait pas en commençant ce projet. Donc rapidement, comment ça s'est passé? Donc, on a le moment fort de ce projet, c'était le sprint data design de 3 jours. Mais avant ça, il y a eu une grosse préparation. Donc déjà, une préparation sur les besoins, bien comprendre les besoins, comme on travaillait avec l'ARS Île-de-France, quels étaient les besoins, pourquoi ce projet, etc. Mais aussi les besoins des utilisateurs, bien comprendre dans les hôpitaux, les urgentistes, quels étaient leurs besoins. Donc il y a eu des phases, il y a eu un atelier avec des urgentistes pour bien comprendre ce qui posait problème aujourd'hui autour de ça. Et ensuite, le gros du travail, ça a été ces 6 mois d'investigation data, parce qu'il y avait, il y avait, je crois, 11 bases de données, donc des bases de données qui allaient de les bases de données des hôpitaux, des centres hospitaliers, voilà, les passages, etc. Mais aussi, il y avait des données, par exemple, de la préfecture de Paris pour voir si les événements des grandes manifestations pouvaient avoir un impact sur les soins non programmés, les urgences, les données météorologiques, les Google Trends, ce que les gens cherchent sur Google, par exemple. Donc, on avait mappé
c'est 11 bases de données. Et l'idée, c'était d'aller, que les data scientists fassent un travail d'anonymisation des données, parce qu'il y avait tout un travail avec la CNIL qui a été fait. Voilà, bien préparer ces bases de données pour que lors du sprint de 3 jours, elles soient exploitables. Et du coup, ce sprint de 3 jours, si je reviens un peu dessus, donc, comme je vous disais, il y avait les trois grands profils, c'était designers, data scientists et les professionnels de santé. Et on a travaillé tous ces profils ensemble. Donc, en jour 1, on est reparti, là j'ai mis quelques photos de ce qui s'est passé pour vous faire... Le jour 1, on part en post-it. On est vraiment remonté les besoins, les irritants, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Donc ça, c'est vraiment plus exploratoire. On commence à prioriser les fonctionnalités qu'il faudrait sur cette plateforme. Et du coup, en jour 2, là, on va commencer à arriver un peu plus sur à quoi va ressembler cette plateforme. Et du coup, on était dans cette salle et on a commencé, vous voyez la photo, là, on a dessiné vraiment sur les murs une page. Là, c'était la page, on voit la page d'un établissement de santé et de voir à quoi ça allait ressembler. Donc, on a dessiné tout simplement sur les murs. Et tout au long de la journée, on faisait des points avec 3, 4 urgentistes, un urgentiste, etc., pour faire un petit test avec lui et qu'il nous fasse des retours sur ce qu'on avait dessiné. Et enfin, on est arrivé au bout du 3e jour sur ces maquettes, après qu'on a présentées aux participants et à des décisionnaires. Je ne sais pas si j'ai mis les maquettes en plus grand. Voilà. Donc, premier jour, on est sur des post-it, etc. Et dernier jour, on arrive sur des maquettes. Donc là, on voit rapidement... Là, c'était la page d'accueil avec par département et par établissement quels sont le nombre de passages. Et ici, on voit l'affiche, là on avait pris de l'hôpital Bichat par exemple, à voir du coup le nombre de passages à prévoir. Là, je crois que c'était sur la semaine d'après. Ici, les typologies de patients, donc, parce qu'on ne gère pas de la même façon. Si c'est un nourrisson, une personne âgée, il n'y a pas les mêmes urgences, donc avoir cette vision ici. Et ensuite, une répartition des hospitalisations, les causes principales d'hospitalisation et une vision sur les hôpitaux d'à côté. Voilà, c'était juste pour vous faire un peu le panorama de ce qui s'est passé. Et du coup, je vais demander maintenant jusqu'à Romain, qui était un peu de l'autre côté du miroir, un peu d'expliquer quelle était la base de ce projet, les objectifs, comment c'est venu en fait. Et là, il n'y a plus de slide. T'as plus de slide, t'as rien mis. Non, c'est toi tout seul. C'est déjà une belle histoire. Moi, j'en garde encore des très bons souvenirs parce que c'était vraiment une découverte à la fois personnelle mais aussi collective, puisque à la fois, alors, pour préciser, la première phase, c'était ce qu'on a appelé les ateliers d'idéation, ce qui a eu lieu finalement au tout début et où on a pu récolter finalement le besoin, mais en termes de besoins structurels du système. Alors, il n'y a pas que des urgentistes, puisqu'on avait invité des directeurs, des pompiers, des gens des SAMU, des gens de l'ARS. Enfin, voilà. Donc, on avait quand même une vision globale. Et on a pu identifier, finalement, je ne sais plus, une vingtaine de projets potentiels qui seraient intéressants à travailler au sens... voilà. Donc, on avait des outils... intéressant de savoir, est-ce que quand il y a un match de foot du PSG, j'ai une bêtise, on va avoir plus de malades aux urgences ou moins, et de comment on peut faire ce lien entre l'événementiel et l'impact sur les urgences. On avait des outils qui nous permettaient de se dire, effectivement, si je sais que dans un mois, je vais avoir plus de, je sais pas, j'ai une bêtise, 10% de passages, comment je peux travailler sur les effectifs qu'il me faut, le matériel qu'il me faut éventuellement dans les urgences, mais voire même dans les blocs. C'est-à-dire que si on a des profils de patients où on se casse une jambe, c'est un événement qu'il y avait eu à cette époque-là, il y avait eu un jour où il y avait eu du verglas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu 3 jours de suite où il y avait eu de verglas. Et on s'est retrouvé avec un nombre important de gens avec des fractures de jambes, mais on n'avait pas assez de matériel. Donc la question, c'était de se poser si on anticipe
cette situation-là. Et voilà, donc magnifique histoire, pour revenir. Et donc pour revenir au projet, enfin au sujet, c'était de se dire qu'il y a un mot important, c'est la décision. C'est que quand on veut faire de la décision, on a besoin effectivement du temps passé, c'est-à-dire d'avoir des données du passé et de savoir ce qui s'est passé, du temps réel, c'est-à-dire avoir des outils qui nous permettent de suivre en temps réel, mais aussi des outils de prospective et à la fois dans un temps court, c'est-à-dire dans les 24-48 heures, dans le temps moyen, ce qu'on appelle à 1 mois, et puis dans le temps long. Là, c'était l'objectif plutôt ARS de se dire combien il me faut d'autorisation de services d'urgence à 1 an, à 2 ans, à 3 ans dans le territoire, en fonction des prévisions d'augmentation. Voilà. Donc c'était ça le but initial, et c'était inscrit dans le projet régional de santé. Voilà, et donc on a eu la chance de travailler avec vous dans ce cadre-là. Tout à fait. Et moi, je voulais peut-être que tu nous dises un mot sur pourquoi, selon toi, c'était, prédire les flux, c'est important dans les services de soins non programmés. C'est ce que je te disais, c'est que alors j'avais une citation que je citais à chaque fois, c'est que quand le tonnerre gronde, il est trop tard pour se boucher les oreilles. C'est-à-dire qu'il vaut mieux savoir en amont ce qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours les solutions, hein, mais au moins on peut se préparer. Et donc c'était vraiment ça l'idée, sachant que ce qu'on avait aussi, alors pourquoi le soin non programmé, c'est que ce qu'on sait, c'est que l'activité non programmée est assez prévisible en fait. Non programmée, mais prévisible. Quand on regarde les courbes, finalement, elles sont... Et donc on était parti du principe il est probable qu'on puisse trouver des algorithmes qui permettent de prédire l'activité. La question était de savoir à quelle maille il faut le faire et à l'aide de quelles données d'entrée, sachant qu'on parlait de 11 bases de données. Donc on avait les données effectivement des pompiers, on avait les données des SAMU, on avait les données des urgences. On avait même se dire, pour vous dire, c'est qu'on avait utilisé une base de données que personne n'avait jamais utilisée, c'est la base de données des pharmacies. C'est-à-dire que se dire que s'il y a des gens qui achètent des mouchoirs, on peut se dire que ça veut dire que c'est un signe potentiel qu'on va avoir une épidémie de rhume. Je prends un exemple grossier, hein, mais en saisissant ces données-là, de savoir qu'on aura une épidémie de rhume, et donc peut-être en prédire un nombre de passages aux urgences la semaine d'après. Hein, puisque dans la littérature internationale, on a des données comme ça, où on sait qu'il y a une relation dans les recherches Internet entre rhume et l'activité des urgences. Donc on était un peu parti de ce principe-là. Et l'enjeu, c'était de croiser ces données. Voilà. Je ne sais plus exactement combien on était de participants, je dirais 60, 70. Ouais. Mais donc, pendant 3 jours, il y a eu 60, 70 participants. Donc, en effet, professionnels de santé, urgentistes, SAMU, direction d'hôpital, etc. Les data scientists et les designers. Et il y a des moments où on travaillait chacun dans son coin, mais il y avait surtout des moments où on partageait, donc professionnels de santé et designers, pour avoir des retours sur l'interface, ce qu'on faisait, professionnels de santé et data scientists, pour aider les data scientists à peut-être appréhender certaines données, et aussi data scientists, designers, pour un peu se nourrir de leur travail dans notre travail de design. Et toi, Romain, justement, sur cette démarche, qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne sais pas si c'était la première fois. C'était la première fois. Et comme toute première fois, c'était génial. Mais c'était déjà une découverte. Moi, professionnel de santé, je n'avais jamais vu ce type de démarche. Donc déjà, c'était une grande découverte. À la fois dans la modalité de travail en groupe avec différentes visions, c'est-à-dire le professionnel, le spécialiste de la donnée et le spécialiste du design. Donc de réunir tout ça, moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que du coup, il y a de la valeur ajoutée et ça permet aussi d'adapter du coup le résultat à ce qu'on attend, quoi. Enfin, c'était plutôt donc ça génial. J'ai trouvé ça trop court en fait. C'est-à-dire que 3 jours, c'est trop court parce qu'on va aller plus loin. Et c'est sûr qu'on s'était fixé. Alors, je crois qu'il y avait 6 défis en fait pour le sprint, où il y avait un groupe qui devait trouver l'algorithme qui prédit les matchs de foot et les passages aux urgences. Il y en avait un autre, les grèves et les passages aux urgences. C'est-à-dire qu'on peut se dire que quand il y a les grèves, il y a moins de gens qui sortent de chez eux, moins d'accidents, moins de consommation des urgences. Enfin, voilà. Donc, on avait des groupes comme ça. Et du coup... là où il y a eu aussi un truc tout nouveau, c'est le design. C'est-à-dire que d'habitude, quand on produit de la donnée, on va vous fournir un tableau de bord avec un tableur Excel, et puis on va vous dire, c'est évident, il y a la donnée qui est dedans. En fait, le travail avec le design, c'est comment on arrive
à fournir cette donnée pour un vrai outil d'aide à la décision tel que moi j'en ai besoin en tant que praticien. Et ça a été, et je crois que c'est collectivement, puisque quand tu as montré les maquettes lors de la restitution, moi j'ai le souvenir des gens qui disaient « Waouh, c'est la première fois qu'on voit ça, en fait. » C'est la première fois qu'on nous fournit un outil, alors c'était que des maquettes là, hein, un outil qui était pour nous. Voilà. Tout à fait. Okay. Et peut-être, du coup, il nous reste 5 minutes, questions-réponses comprises. Ok, très bien, merci. Ok, c'est vrai qu'on est quand on est ce côté-là, je n'arrive pas à gérer mon temps. Mais bon, non mais du coup, est-ce que, donc en effet, 3 jours c'était très court, ouais. En effet. Surtout pour le design, ça a été. Je trouve qu'on est arrivé à un bon résultat, mais aussi surtout pour la data, parce que c'est un travail de fou. Du coup, il y avait ça. On était en fait designer et data scientist. On était sur 2 temporalités différentes. Donc, si c'était à refaire, peut-être qu'on gérerait autrement le travail de la data, parce qu'on ne peut pas faire autant qu'on fait en 3 jours, on fait des maquettes, mais en 3 jours, on n'arrive pas à traiter toutes les données, etc. Donc, si c'était à refaire, il y aurait... Ouais, moi, je me note ça, en tout cas. Mais qu'est-ce qui est advenu, justement, de ce projet au bout de ces 3 jours Alors, ce qui était écrit, c'est qu'on passe à la transformation en pratique, avoir un outil. Alors, il s'est passé... Alors, vous avez dit les dates, en fait. C'est-à-dire que... c'était Covid. Et en fait, le comité de pilotage qui a dû lancer le truc, c'était, je me souviens, c'était le 4 février 2020. Donc effectivement, il a été très court. Et puis finalement, on est passé à la Covid. Et en fait, alors en fait, ce qui a servi, c'est que l'approche, moi, m'a servi, puisque du coup, on a travaillé à un autre outil, mais qui était un des projets qu'on avait identifié dans la journée d'idéation, c'est la prévision des lits de réanimation. Et donc, on a travaillé on a mis en place un outil qui s'appelle l'outil STEP, qui nous a permis, en fait, de prévoir à l'échelle régionale et départementale le nombre de lits de réanimation nécessaires à 7 jours et à 15 jours, et qu'on a pu finalement utiliser pour la gestion de la deuxième vague, parce que du coup, la première vague, désolé, mais c'était trop compliqué, mais on l'a utilisé, et puis on a eu un outil qui nous permettait à la fois de faire de la prévision, alors pas de la prédiction, puisque la prédiction, c'est plutôt les oracles, mais la prévision, mais aussi de la simulation. C'était qu'on a pu simuler des choses comme... si on laisse sortir les gens et qu'on lève les couvre-feux, qu'est-ce que ça fait ? Donc oui, on avait un outil qui nous permettait de dire ce genre de choses. Je suis désolé si on a maintenu un peu trop les couvre-feux, mais on pouvait du coup simuler des différences de propagation virale et donc l'impact sur les lits de réanimation à 7 ou à 15 jours après. Voilà. Donc, ce qui nous a permis d'aiguiller un petit peu les décisions politiques. Voilà. Il n'y avait pas que ça, parce qu'en fait, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, l'aide à la décision, on est sur plusieurs éléments, et la prévision ne fait que partie d'un des éléments. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui fait que l'alpha et l'oméga d'une décision. Voilà. Okay. On a brossé un peu le portrait de ce projet. Est-ce que il y a certains détails, certains pans de ce projet que vous avez envie de creuser ? Oui. Oui. Ah, ok. Pas de souci. Merci. Merci. J'ai pas mal de questions. 2 minutes. Oui, je suis assez surpris par la temporalité parce qu'en fait, d'après ce que je comprends, c'était du machine learning que vous avez mis en place. Donc ça veut dire qu'en fait, le machine learning, tout ce qui est prédiction, ça a été fait sur les 3 derniers jours. Donc c'est quand même très court comme laps de temps. Et vous avez quand même passé 6 mois sur tout ce qui est préparation de la donnée. Donc c'est vraiment c'est un petit peu ce qu'on avait déjà senti de notre côté. C'est la préparation en elle-même mange énormément de temps. Ouais. Et tant qu'on n'a pas ces éléments-là, ça... Voilà, donc ça me surprend, mais ça me surprend qu'il n'y ait que 3 jours derrière, parce que ça... mettre en place des choses ou des maquettes comme ça en 3 jours, c'est que ça speed, ça a dû... Oui, mais voilà, sur l'ensemble du projet, quand on compare des jours à des mois, ouais, c'est pour ça qu'on avait fait 6 défis qui permettaient d'explorer différentes temporalités. Le but, en fait, c'était pas de dire qu'on va avoir un outil à la fin, c'était de dire
est-ce qu'il est faisable? Est-ce que les algorithmes permettent d'avoir des bons résultats? Et dans ce qu'on a eu des algorithmes qui avaient des bons résultats, puisqu'on était sur des... Alors, les taux d'erreur, on appelle ça en expression en map, on était sur des maps qui étaient très bonnes, en fait. Plus on s'éloigne dans le temps, moins elles sont bonnes, ce qui est normal. Mais déjà, à un mois, on avait des bons chiffres. Donc, et on s'était dit, donc, il faut aller plus loin. Voilà. Et la préparation des données, oui, c'est un truc de malade, puisqu'il faut les formater et qu'on puisse les croiser. Puis il y a tous les sujets de RGPD, quoi. C'est-à-dire que il a fallu créer un entrepôt. Alors c'était un truc, puisqu'on avait des ordinateurs, avec des clés pour que les gens puissent travailler dessus pendant le sprint. Mais on devait tout effacer, quoi, après, parce que on n'avait que l'autorisation temporaire d'utiliser les bases. Et on pouvait pas, et surtout, on pouvait pas mettre des clés USB dedans dans les ordinateurs. C'est-à-dire qu'on avait, voilà. Et ce sujet est compliqué, reste compliqué actuellement, même sur tous les autres sujets. Alors, c'est un des buts du Health Data Hub, hein, c'est d'essayer de faire exploser ces barrières-là. J'espère qu'ils y arriveront. C'est au sein du Health Data Hub que c'était... Ah non, là, non, je disais le but de pouvoir croiser les données sans être confronté à ces problématiques d'accessibilité et de RGPD. Voilà, le Health Data Hub, c'est un peu enfin, je dis pas que c'est de la c'est parti, c'est pas vrai, mais c'est un peu le but de créer cet entrepôt où on n'a plus ces barrières-là et qu'on puisse croiser les données de façon optimale. J'ai encore deux petites questions, après je laisse la parole à d'autres personnes. Au niveau de la volumétrie, j'aimerais bien avoir une idée sur la volumétrie globale des données que vous avez mis en place par rapport à ce qu'on a fait. Et au niveau méthodologie, comment vous avez travaillé, puis les différentes étapes, ainsi de suite, est-ce que c'est consultable? Est-ce qu'il y a possibilité de... Alors, est-ce que c'est consultable? Je ne suis pas sûr que l'agence ait mis à disposition libre les produits qui sont sortis du truc. En tout cas, moi, quand je suis parti de l'agence, c'était pas... Bon, déjà, on avait géré la crise, donc... par contre, il y a bien un document avec tout ce qui a été fait, toutes les méthodologies qui ont été utilisées, notamment les algorithmes, les choses comme ça, les séries temporelles, qu'est-ce qu'on a utilisé, tout ça. Donc il y a ce document, moi je l'ai dans mon disque dur, mais je ne suis pas sûr qu'il soit diffusable en tant que tel, il faudrait demander à l'agence, voilà, ça je ne sais pas. Les volumétries, moi par contre je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est en milliers ou en millions de lignes, c'est ça la question? Ah, je sais pas, je sais pas. Les passages aux urgences, pour vous dire, on a environ, en Ile-de-France, on avait donc la base de données passages aux urgences, on a 4 millions de passages, donc 4 millions de lignes, en tout pour une année. Donc voilà, et donc on y rajoute les données des SAMU, les données des pompiers, les données des pharmacies, toutes les pharmacies d'Ile-de-France. Donc voilà, donc ça faisait un paquet de données. Ouais. Je vais passer la parole, il reste 5 minutes. Ah. Merci. Merci pour... J'ai essayé avec l'Occitanie. Ah, elle ne passe pas ce sud-là? Ah, ouais, pas qu'à... Occitanie, ils voulaient prendre l'outil STEP, puisque j'ai essayé de le... voilà, mais... voilà. Merci pour toutes ces informations, c'est hyper inspirant. Moi, j'ai une question qui concerne plutôt le temps. Aujourd'hui, les parties prenantes avec lesquelles on travaille sont de moins en moins disponibles. Comment fait-on pour générer du design avec, je dirais, énormément moins de temps? Est-ce qu'il est possible, est-ce que vous investiguez de la digitalisation de certaines parties? Quelles sont vos expériences là-dessus? Alors moi je dirais sur le point de vue professionnel, non, c'est pas ça, c'est qu'il faut, je crois qu'il faut, pour moi en tant que professionnel, on a toujours du temps, sauf qu'il faut qu'on sache à quoi il sert, quoi. C'est-à-dire que les questions soient bien posées, l'objectif soit bien posé, et surtout qu'il y ait de retour. C'est-à-dire que aller faire des réunions juste pour faire travailler des gens et puis avoir rien, moi, voilà, donc ça, c'est ça, moi, je dirais, du côté. Et puis après, il faut du portage politique, en montrant de là où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces trucs-là. Et généralement, on arrive quand même à trouver du temps. Hein. Ensuite, après, sur la partie design... Merci. Du coup, justement, Roman en parlait, pendant le Covid, sur la partie digitalisation, on a digitalisé énormément de nos ateliers, nos réunions, mais c'est impossible de faire 3 jours d'atelier en digital, donc on fragmente les choses.
Et le sprint est une des méthodes qu'on peut utiliser. Ça permet d'avoir pendant 3 jours, ou un sprint, ça peut être aussi de 5 jours. Hein, ça dépend ce qu'on a à traiter, justement le temps que les gens ont. Mais comment dire, ça peut être 3 jours. C'est hyper, pendant 3 jours des personnes autour de la table, c'est bénéfique, mais en effet, ça demande beaucoup d'investissement et parfois on ne peut pas. Donc c'est totalement possible de, en fait, je le montrais, hein, mais de fragmenter chaque jour, chaque séquence. On l'a fait, par exemple, de faire une réunion de 2 heures sur les besoins en digital ou en présentiel. Aussi, nous, parfois, on se déplace quand on travaille dans la santé, dans les hôpitaux pour faire des ateliers chez eux quand ils ont ces espaces. Il y a de plus en plus de centres hospitaliers qui ont aussi leur petit lab interne sur ces questions d'innovation. Et après, le deuxième jour, c'était beaucoup de travail en chambre, en tout cas pour la partie design, donc moi et mes collègues designers. Et ensuite, on faisait des petits tests utilisateurs d'1 heure, de 30 minutes, selon le temps qu'avaient les gens. Donc parfois, en fait, la méthode design, c'est juste une grande approche, vraiment partir des besoins, etc. Et ça, on peut, si on a les gens pendant 3 jours, on prend ce temps. Mais sinon, on a les gens pendant 30 minutes, on les appelle en visio, etc. Il y a aussi ça qui existe. Donc c'est aussi le sprint. Ici, au Liberté Living Lab, le sprint, on doit en faire, je sais pas, là, on en a un dans un mois sur le sujet du cancer bronchique, justement un outil pour les professionnels de santé et les patients, mais on doit en faire 2-3 maximum par an, et c'est vraiment pas, enfin c'est pas une méthode qui s'applique à tout type de sujet, etc. Donc voilà. Après, il y a le rêve qui est ce qu'on a. Alors, le côté positif du Covid, c'est qu'on a pu faire des choses qui sont STEP, donc que j'ai initié et que j'ai accompagné. En fait, moi, j'ai vécu avec 10 data scientists et des designers. Je ne dis pas que on a vécu jour et nuit ensemble, mais globalement, c'était des interactions permanentes qui a permis d'aller très vite, puisque le moment où on a décidé de faire l'outil, c'était au mois d'avril. Je dis pour toute fin de première vague, même pas. Parce qu'on nous posait la question de comment on reprend l'activité. Donc, la question, quand DGARS vous dit donne-moi les actions de comment on reprend l'activité alors qu'il y a encore la crise. Et donc, on a eu la chance déjà de tomber sur une équipe géniale. Alors, même si je peux pas, c'est une boîte de conseil, donc, mais, enfin, de la partie data science de la boîte de conseil. Mais après, on a travaillé en itération et en 3 mois, on a pu développer un outil. Avec du design. Alors, la première version n'était pas top en termes de design, mais après, ça a été... voilà. Et donc, oui, ça prend un peu de temps, mais si on sait vers là où on va, et si... voilà, alors ça coûte aussi un peu d'argent. Hein. Alors, moi, la question que je me pose, et j'en discutais ce matin avec un des responsables du LINAM, c'est est-ce que, moi, en tant qu'agence, est-ce que j'aurais un intérêt à intégrer, en fait, incorporer dans mes équipes ce type avec un designer, des data scientists et finalement avoir des cellules opérationnelles sur un projet et d'y aller. Voilà, ça serait mon rêve.